Tu me fais un petit clap micro s'il te plaît? Clap micro. Non, un vrai clap micro. Non mais Clap micro. faut qu'on le voit. Bon bah, clap Voilà, micro. là, Ah, ça bon. part là. Allez, commence déjà à être fatigué, il fait trop chaud. C'est terrible, c'est terrible. Salut les petits potes. Ouais. Bienvenue sur les potes d'échappement. Comment vas-tu? Bon, ça va. Moi j'ai les golfs qui sont en train de cramer. C'est pas une phrase codée, tiens. Aujourd'hui, petit épisode sympathique. On avait déjà présenté une 4L sur la chaîne avec Hugo, qui était une 4L, sa 4L avec laquelle on avait fait le 4L Trophy en 2015. C'est ça. Donc full prépa avec un gros moteur de 1400 TX, si ça vous intéresse, c'est dispo. Dernière génération. En plus de ça, la ligne inox, machin, tous les trucs Jackie Tuning qui vont bien. Et là aujourd'hui, du coup, on vous en propose une qui est full orige, qui est juste derrière nous, et qui en plus de ça est une deuxième génération. Donc, de 70, cool. La plus belle selon moi, enfin la plus désirable esthétiquement. Et on va voir tout de suite pourquoi. Allez, ça part. Aujourd'hui, voilà ce fameux exemplaire de Renault 4L, de celle-ci de 1970, donc deuxième génération, parce que pour rappel, la 4L a été produite de 1961 à 1992, parce qu'après 1992, ça coûtait trop cher à Renault en fait d'arriver à les remettre aux normes. Puis surtout, de toute façon, ils avaient la R5 au catalogue qui était bien supérieure. Par exemple, ouais. Alors pas la même bouille, mais qui commençait déjà à être sympa. La première génération, elle avait déjà un moteur Billancourt, je crois qu'il était en 685 ou 95 cm3, je crois, quelque chose comme ça, Hugo? Ouais, il y a eu plusieurs cylindrées du moteur Billancourt, comme le moteur Cléon pour les dernières générations. Tout à fait. 70, à mon avis, tu devais être dans les 800 cm3, et après, aux alentours de 80, parce que moi j'en avais une de 83, c'était 845 cm3, il me semble. Exactement. Le moteur Billancourt, on va le voir juste après, je vous en parle pas tout de suite, mais c'est un petit moulin qui est très respectable, mais pour l'époque, mais qui maintenant, effectivement, se traîne un petit peu. Au niveau des grosses différences, surtout entre ces trois générations, on va avoir la calandre, c'est le premier truc qu'on va remarquer. Sur les premières générations, on vous mettra une petite photo par là, je sais pas où. C'était un peu plus centré au milieu, ça n'intégrait pas les feux. Et sur les deuxièmes générations, du coup, on a eu cette belle calandre qui est restée chromée avec l'intégration des feux. Et sur la troisième génération, elle passait en plastique, toujours avec l'intégration des feux, mais du coup plus chromée. Et surtout en aluminium, donc ça ne rouille pas. Parce que le reste de la caisse, par contre, voilà. On va avoir bien entendu des différences au niveau du tableau de bord. Donc hop, viens voir là. Alors la sellerie sur celle-là, elle a vu passer quelques culs, hein. Mais on retrouve donc ce tableau de bord qui est spécifique à la deuxième génération, qui va changer sur la première et sur la troisième, et surtout ce très joli volant en bakélite, moi que j'adore. Et on va retrouver aussi la boîte 4 avec le premier rapport qui est en bas à gauche. Voilà. C'est ça. Bon, pour les différences, à peu près ça. Après, il y a des petites différences esthétiques avec le rajout de ces petites baguettes chromées aussi. Enfin, on a lu d'ailleurs. Qui sont là. Les centres de roues aussi qui étaient repris des premières générations, il me semble. Alors, ils n'étaient pas exactement pareils. Ici, ils étaient en triangle, un peu comme Mercedes. Et d'ailleurs, Mercedes a porté plainte contre Renault. Et du coup, ils sont passés justement sur ces enjeux. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, les jantes sont pleines aussi. Ouais. Elles sont différentes des dernières générations parce que c'est 4 freins à tambour. Celle-ci était équipée aussi, d'ailleurs, il faudrait qu'on les rajoute parce que c'est chiant qu'il n'y ait plus rien. Des petites veilleuses. Des petites veilleuses, ce ne sont pas les clignotants, ce sont des petites veilleuses qui étaient de part et d'autre. Alors, en général, ça peut être aussi un signe, celle-ci est française, mais ça peut être aussi un signe que ça peut être une voiture issue de l'import. Parce que dans certains... L'export. De l'export, merci. Parce que effectivement, dans certains pays, elle a été importée, mais exportée de base. Dans certains pays, effectivement, il y avait des normes qui demandaient d'avoir des veilleuses sur les côtés. Mais la 4L, de toute façon, c'était marrant parce que c'était un peu les premiers prémices, tu vois, comme il y a eu après pour la Twingo, comme il y a eu sur plein de petites populaires. Les marques françaises aimaient bien toujours faire plein de petits dérivés. On en parlait pas mal avec la Twingo, où t'en avais eu plein. La initiale, t'en as eu pas mal des Twingo, mais c'était toujours la même base. Oui. Alors que les 4L, t'as eu plein de dérivés. Ouais. Tu as eu la 4L berline, donc celle-ci, tu as eu la 4L F4, donc la petite fourgonnette. La petite fourgonnette, tu as eu la 4x4 Simpar, mais alors là c'était préparé par Simpar. La Simpar, du coup, c'était une 4 roues motrices. Tu avais la F6 aussi, donc c'était la fourgonnette, la grosse, un peu plus carrée. Avec les feux carrés à l'arrière. C'est ça. Après, tu avais la voiture de plage aussi, tu avais la JP4, la plein air, les rodéos aussi. Toutes les rodéos, ouais. Avec la même base les rodéos, châssis. C'était préparateur ou c'était Renault qui faisait ça d'ailleurs? Ah mince, non, c'était un préparateur, mais c'était sous licence Renault. Ouais, d'accord. Okay. Mais avec châssis du coup de la 4L, partie cycle de la 4L, moteur de la 4L, tu avais juste la coque qui était différente. Très bon segue pour arriver sur justement la spécificité de cette voiture. Ouais. C'est qu'on n'est pas sur une caisse autoportée. Au contraire, on est justement encore sur ces bonnes vieilles caisses et châssis indépendants. Donc demain, tu as un problème de châssis, tu te dis allez, la flemme de le réparer, je veux le changer. Ça coûte 2000 balles un châssis, je crois. Alors attention, c'est juste le châssis. Ah, c'est le châssis nu. Mais tu dis, moi j'ai le châssis qui est mort, ça me fait chier. Tu retires quelques boulons, tu décaisses, paf, tu remets ton châssis en dessous et t'es terminé, quoi. Donc ça c'est génial. Contrairement à la MG qu'on peut avoir maintenant, où c'est de l'autoporté, c'est de la tôle, des contre-tôles dans tous les sens. C'était les débuts des caisses autoportées et c'est un enfer parce que ça rouille de partout. C'est vrai.
Alors après, c'est connu aussi que les châssis d'origine sont plus costauds et mieux vaut peut-être même les réparer plutôt que passer sur une refabrication, parce que les refabrications, par exemple, les trous ne tombent pas en face, etc. Pareil, on peut continuer sur l'aspect châssis. L'un des trucs qu'il faut regarder absolument quand tu achètes une caisse, là-dessus ça a été fait, c'est tout ce qui va être longeron. En général, c'est là où ça rouille et c'est là où ça peut être la merde et tu peux te retrouver littéralement le cul par terre. Tu sais, la vidéo de la bonne sœur dans les gendarmes à Saint-Tropez. T'as la 2 chevaux qui se sépare en deux, là c'est la même chose, c'est juste que tu perds le train arrière quoi. Les 3/4 du temps, c'est pas grave. Tu vois, à la limite, la réparation des longerons, si elle a été faite ou si en tout cas c'est en bon état mais que t'as des planchers qui sont troués, faut pas hésiter à la prendre. C'est ça. Parce que t'as deux écoles. Soit tu refais le plancher exactement comme il faut, bien soudé et tout. Soit tu sais pas souder et tu as besoin de le faire toi pour aller passer ton CT. Bon bah tu découpes la plaque qui est morte, tu remets une plaque, tu la rivettes avec un bon joint silicone nickel. Maintenant c'est plus toléré. Ah c'est plus toléré maintenant? C'est plus toléré. Ah putain. Si les planchers sont un peu attaqués mais le reste du châssis est nickel, il faut pas hésiter forcément à la prendre si c'est une bonne affaire ou si elle est nickel sur le reste, parce que c'est pas la partie structurelle. Non, c'est pas structurel et surtout ça te coûtera beaucoup moins cher en fait ça coûtera pas si cher que ça de la réparer, ça peut être un bon argument d'ailleurs pour la négo. Bref, voilà, une petite spécificité aussi, on remarque que sur les 3e génération, tu n'avais pas le Renault 4 ici, que moi je trouve juste magnifique. Tu as encore l'ancien logo Renault qui est canon, tu vois, et sur les 3e génération, on passait sur des sigles en plastique, il me semble. Ouais. Et sur la première, c'était encore un logo encore plus gros, c'était vraiment le gros 4L vénère qui était trop stylé, je trouve. Combien d'exemplaires de produits en tout, PA? Ah, je sais plus, ça c'est toi qui connais mieux que moi. Plus de 8 100 000 exemplaires. Plus de 8 100 000 exemplaires. C'est ça, elle est sortie un peu après, même beaucoup après la première 2 chevaux, parce que la 2 chevaux est sortie en 1948, celle-ci en 61. En revanche, première voiture avec haillons, ça c'était une grande nouveauté à l'époque. Avec l'escargot? Avec l'escargot qui permet de tenir le coffre ouvert, hop, qui est ici. Et surtout, tu as une surface de chargement qui est bien plus importante. L'escargot qui est juste là. Hop. Pareil, 4 roues indépendantes. Ouais. C'était une nouveauté pour l'époque. Et surtout, par rapport à la 2 chevaux, celle-ci était un tout petit peu plus chère. Mais en revanche, elle avait des prestations qui étaient un peu meilleures, notamment le moteur 4 cylindres refroidi par eau, qui permettait à l'époque de dépasser 100 km/h, alors que la 2 chevaux était à 85 en max. Ouais, et qui galérait bien. Qui galérait très bien même. Tu as une surface de chargement qui est hyper importante. Tu as 4 vraies places assises. Ouais. Les gens à l'arrière sont bien aussi. La 2 chevaux aussi pour le coup. Mais bon, il y a énormément de similitudes entre la 2 chevaux et la 4L. Sur la base, hein. C'était vraiment une voiture qui était faite pour être économique, pas très chère, fiable et avec une petite bouille, bon, bah, globalement assez sympathique. En tout cas, elle a plu parce qu'il y a quand même plus d'8 millions d'exemplaires de produits. C'est énorme, 8 millions. Ce qui est juste une folie, surtout à l'époque. Je vous montre quand même le compartiment moteur parce que c'est important. Il y a eu pas mal de différences aussi entre les générations. Alors ouais, le petit bouton qui est au milieu là. Ouais. Au milieu du tableau de bord, ça change pas. Non, ça change pas. En revanche, là, tu as la trappe d'ouverture. Hop, pour avoir de l'air, donc c'est la climatisation naturelle de l'époque. C'est ça. Tu vois, tac. On allait un petit peu vite les petits potes, mais ce tableau de bord là est effectivement propre à la 2e génération, mais généralement il est noir. En beige comme ça, je trouve ça super joli. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et surtout, bah, c'est plus rare, donc tout ce qui est rare est sympa. Salut frérot. Ouais, bien le bonjour là-haut. Compartiment moteur, on s'est fait un petit plaisir, on l'a nettoyé. Alors, petit tips, si vous voulez nettoyer un compartiment moteur, parce que c'est toujours une galère à nettoyer, hein, évidemment, tu as des années de crasse, d'huile, etc. Nous, on utilise alors, on n'est pas du tout sponsorisé. Hein. C'est pas forcément recommandé. Du nettoyant en jante de chez Total, et je peux vous dire que ça décape comme il faut, mais il faut vite rincer derrière. Ouais, c'est-à-dire que tu appliques, tu frottes avec ton petit pinceau vite fait et tu rinces tout de suite. C'est ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, le capot du coup est propre à la 1re et 2e génération, puisque tu as les renforts ici, contrairement à la 3e génération, en fait, où tu as le radiateur, donc sur les clients, tu as le radiateur qui se trouve juste derrière la calandre et qui refroidit en fonction de la température moteur, enfin en fonction d'un certain ventilo électrique surtout. C'est ça. Parce que là, le ventilo est entraîné directement par courroie, donc par le vélo, par le moteur. Ouais, c'est ça. Ah bon, on voit le truc, hein, on sait bien, c'est un peu barbare là ce qui a été fait. Il y a une espèce de vieille pâte horrible qui a été soudée. Il faut qu'on change ça, c'est pas possible. Pour pouvoir adapter un alternateur, ce qui me semble que sur ces Billancourt là, c'était pas encore des alternateurs, c'était déjà encore des dynamos. Ouais. Ensuite, là, il y a une boîte 4 vitesses. Ce qui est rigolo, c'est que là, la 4e est ici. Alors, elle est différente des dernières générations parce que, comme tu as dit tout à l'heure, la première est en bas, un peu comme les vieilles Ferrari. Et pareil, ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu vois, tu as ton frein à main. En fait, qui est ici, je vais vous montrer, il n'est pas au niveau des 2 sièges, tu sais, où tu tires et ça vient freiner les roues arrière. Ta tige de frein à main qui est juste là, qui vient là. Actionner 2 câbles et qui vient tirer en fait les mâchoires de frein avant. C'est trop marrant. Après, tu as énormément de petits détails.
Mais bon, la base est globalement la même, les châssis c'est la même chose, les coques c'est globalement la même chose, mais tu vois, les entrées d'air comme ça qui s'ouvrent, ça c'est assez rigolo. Tu as les charnières apparentes des portes, ouais. qui c'est plus le cas forcément sur la dernière génération. Tu as plein de chrome. Le rétroviseur central qui est posé, qui est accroché sur le tableau de bord. Par exemple, ouais. Au lieu d'être accroché sur le haut du pare-brise. Qui est collé. Ouais, sur le haut du pare-brise et qui a tendance à se décoller ce bâtard. C'est une motorisation qui est une conception très très simple pour le coup, c'est un bloc en fonte 4 cylindres en ligne, en longitudinal, avec un petit allumage qui se trouve ici, pour le coup il est vraiment tout petit, avec encore là tu vois ta petite, je vais y arriver, vis platinée à l'intérieur et puis ton condensateur. Ouais. Tu as une pompe à essence qui est actionnée en fonction du vilebrequin, tu vois. À chaque tour de vilebrequin, paf, tu as une impulsion qui vient entraîner directement l'essence dans le carburateur. Une petite cam en fait qui vient me pomper. Là, tu as encore ton cric qui est à l'intérieur de la B-moteur, chose qui pourrait plus exister maintenant avec les vibrations et tout, et les normes, ça passerait plus. Ce premier moteur, ce moteur, je le connais plutôt bien parce que mon premier 4L Trophy, je l'ai fait avec une 4L de 83 qui était du coup avec le Billancourt 845. Et tous les trophistes qui ont fait un 4L Trophy avec un Billancourt, les grosses montées sur autoroute en Espagne, mais tu pètes un câble. Tu pètes un câble, c'est-à-dire que tu as première à fond. Bah, tu as la voie pour les véhicules lents. Ok, t'es pas sur celle-là. Ensuite, tu as la voie qui est la bande d'arrêt d'urgence. T'es pas sur celle-là non plus. Et après, tu as l'herbe. T'es sur l'herbe en fond de première à prier d'arriver à monter le truc. Tu vois, mais pourquoi t'es sur l'herbe? Pour éviter de te prendre un camion? Pour éviter de te prendre un autre gars qui est encore plus lent que toi, un peu plus rapide que toi, mais plus lent qu'un camion sur la voie lente qui est déjà sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, une vraie galère quoi. À l'enfer. Le col du Tishka, pareil, faut même pour y penser. C'est une aventure de dingue. C'est une super aventure et grâce à ça aussi, ça a remis en selle entre guillemets des 4L qui étaient destinés à être à la casse. En revanche, ça a aussi fait monter un peu la cote parce que c'est de plus en plus dur d'arriver à en trouver d'origine. C'est ça. Et combien ça cote d'ailleurs une voiture comme ça? Une 4L comme celle-ci là, Là, celle-là, bon, t'es dans les 4-5 000. Ah ouais, j'aurais dit même presque 6. Ah ouais, ça a tant augmenté que ça ouais. N'importe quel 4L Trophy un peu pourri, maintenant c'est 7000 balles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est une folie. Parce qu'ils te vendent une fausse préparation à la con. Mais après, ça prend gentiment, c'est 500 balles par an. Enfin bon, c'est une valeur sûre, entre guillemets. Ah, mais clairement. Bah, mais quand j'y repense, tu vois, avec Hugo, on achetait des 4L. Il y a de ça quoi, 2015, c'était quasiment 10 ans maintenant, merde. Mais on les payait 1000 balles. Et 1000 balles, t'en avais. Enfin, allez, tu payé 1005 et t'en avais une en état concours. Ouais, c'est ça. C'était un truc de fou. Et maintenant, t'en trouves pas 4000, t'en as une avec des longerons morts, quoi. Alors, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais bon, c'est comme ça. On va faire un petit tour? Ouais, c'est parti. C'est toi qui conduis ou c'est moi? Bon, c'est toi. Ça part sur un petit Shifumi? Allez, Shifumi. Shifumi. Ouais, allez, ça part. Quel fessier! Ah bah toujours, hein. Test micro, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Aïe, papy! Tu montres comment ça démarre, ça? Bon, rien de plus simple, les petits potes. Alors, à froid, évidemment, vous tirez votre starter le matin ici. Là, il n'y a pas besoin. Normalement, tu mets le contact. Ah, j'en commence. Surtout, on avait un petit coup de batterie. Alors ça, c'est pas d'origine, encore une fois. Mais bon, c'est quand même bien pratique sur une ancienne. Alors, tac. Là, je l'ai mis ou pas? Ouais, tu tournes là. Mec, elle est neuve dans le pape, celle-là. Très joli. J'adore. Oh, c'est beau, hein, ça ronronne. Hein. Ah oui, sortie latérale. Les dernières versions, c'était t'avais une grosse gamelle à l'arrière et le silencieux. Et dans celle-là, en fait, le silencieux, il est dans l'aile. Bah, tu peux le voir là, normalement. Ouais. Si on arrive à voir, là, le silencieux, il est juste là. Et pour le 4L Trophy, ça, c'est pas mal. Parce que du coup, tu l'arraches pas. C'est ça. Par contre, les mousses, mec, elles sont tassées. Hein. Ouais, elles sont là, c'est un low rider. Hop. Ce qui est rigolo, c'est que cette voiture, on l'a depuis genre déjà 1 mois et demi. J'ai dû faire 3 km avec quoi. Mais en fait, Hugo, il faut savoir qu'il ne roule pas avec les caisses qu'on a. C'est moi qui mets toutes les bornes. Bon, tant mieux, hein, tu me dis. Bon, tant mieux, au moins ça roule. C'est ça. Ah, attends, je flippe la caméra. Ouais, flippe pas trop. Hop. Voilà. Du coup, on retire le frein à main. Alors, il se trouve à gauche, tu vois. Tac, tu tournes. Voilà, parfait. Bon, tableau de bord, hein, c'est vraiment minimaliste. Ouais. Mais franchement, c'est parfait. Hein. Tu as un témoin au cas où tu as une pression d'huile qui est mauvaise. Tu as le témoin pour les feux. Et tu as surtout le petit compteur qui va bien. Et surtout la suspension qui est extraordinaire. Alors là, il faut qu'on mette un petit peu de WD-40 au niveau de la direction. Là, parce que c'est pas... 1970 paires. Oui, tout à fait. On est déjà en 2. Effectivement, tu passes très vite la 4 en fait. Parce que ça mouline vite. Mais c'est pas une voiture qui est faite pour faire des chronos. Non, mais en revanche, tu roules à 90 quoi. En revanche, tu roules à 90 en vitesse de croisière, donc ça c'est cool. Heureusement qu'il y a une 4ème parce que les premières générations avec 3 vitesses, et là pour le coup tu mouilles très très vite.
Et moi, ce que j'adore sur une 4L, c'est que déjà, elle est hyper reconnaissable quand tu la vois rouler. Et en plus de ça, tu as 4 vraies suspensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un grand débattement. Ouais. Ce qui te permet de passer un peu n'importe où. C'est ça. À une vitesse évidemment assez réduite si tu t'arrives sur des bosses, etc. Mais ça passe partout. Et d'ailleurs, c'est une voiture qui est connue aussi pour ça. T'as les frères Marot qui ont fait le Dakar avec une 4L. Alors évidemment, elle était préparée, mais elle était pas en, elle était en sympa, non? Elle était peut-être en sympa. Évidemment, oui, t'avais des bêtes de suspension, 4x4, etc. Et ouais. mec, là, on va se faire tège, c'est sûr non, et certain. Non, trop pas. Bon. De sécurité. Et là, l'avantage surtout de la 4L, c'est que tu vois, on va rouler sur l'herbe, vas-y. Et là, pour le coup, bah, t'es trop bien. C'est hallucinant, mec. Hein. Là, tu fais ça avec une voiture moderne un peu sportive, c'est fini. T'as plus de carter, t'as plus rien. T'es éclaté, quoi. Tout est éclaté. Et là, c'est vraiment, c'est ça que j'adore avec la 4L, c'est qu'en fait, c'est un bon compromis entre voiture citadine, route, c'est un peu civilisé, et une 2 chevaux. Parce que la 2 chevaux, c'est génial, parce qu'effectivement, t'avais le test du panier avec les œufs. Mais c'est vraiment, déjà, ça a vraiment rien dans le cul. Et surtout, la suspension, t'as vraiment l'impression que tu vas te retourner à chaque virage. La 4L, un peu aussi, mais moins quand même. Alors, j'ai vu, il y a plein de tests justement là-dessus, où la 2 chevaux ne se retourne pas en marche avant, en tout cas, oui, quelle que soit la vitesse. Marche arrière, transfert de masse. C'est ça. Alors que la 4L, à mon avis, tu te mets à 70, tu mets un gros coup de volant à gauche, tu dois pas être très sécu. Hein. C'est sûr que ça part. Mais non, sinon, mec, j'adore. Alors, l'avantage aussi, c'est que on a un grand volant bakélite, donc déjà la prise en main est sympa, le volant est très fin. Attends, je monte le volant tout de suite. Ça j'aime beaucoup. Là. Ça te rappelle aussi que tu es dans une vraie ancienne pour le coup, contrairement aux dernières générations où tu as un petit volant en plastique qui ressemble beaucoup à celui d'un volant de Super 5 par exemple. Ensuite tu as les clignotants. Alors c'est marrant sur cette génération là, les clignotants se trouvent à droite, sur le commodo de droite. Ça pareil, c'est un peu dépaysant quoi, par rapport aux voitures classiques. Et ici tu as quoi? Tu as les... C'était quoi ici de ce côté-là? En fait, t'as la manette pour les feux là. T'as la manette pour les feux, tu les actionnes comme ça. Ici, et ensuite, t'as veilleuse, feu de route et plein phare, c'est ça? C'est ça. Enfin, feu de croisement et feu de route. Bon, c'est rigolo quoi. Ah bah c'est sommaire, mais ça dépayse complètement et ça marche très bien. Et pour aller chercher le pain, pour aller te balader, et si tu veux traverser la France, bah, tu peux le faire à mon avis sans problème, à son rythme évidemment. Tu t'arrêtes de temps en temps pour vérifier tes niveaux. Et encore, c'est des voitures qui sont très fiables, tu vois, elle est de 70, elle est toujours ici, elle démarre au quart de tour. Je suis pas sûr qu'une voiture récente d'aujourd'hui, dans 54 ans, elle soit encore là. Non, sinon. Bon, je suis même persuadé que non. C'est sûr et certain. Donc tout ça pour dire qu'une petite voiture comme ça, c'est un vrai kiff à conduire. C'est pas une voiture qui est faite pour rouler aujourd'hui ou bien sinon quand tu es en campagne, etc. C'est très bien, je pense. Mais en revanche, bon, t'as pas toutes les aides d'aujourd'hui. Pour aller se balader, emprunter des petits chemins de traverse, t'es à la campagne, t'as une petite route un peu accidentée. Ouais. Bon bah, enfin, tu t'en fous, tu y vas avec ta 4L quoi, tu vois. Et c'est ça qui est sympa, c'est que oui, tu iras pas faire des gros franchissements ou autre, et encore. Mais en revanche, t'es sûr que tu passes partout. Et sur petite route de campagne, tu roules à 80 de toute façon maintenant. C'est ça. C'est super, c'est hyper agréable. Et puis tout est hyper rudimentaire, tu vois, quand là aujourd'hui il fait très chaud par exemple, tes petits potes. Là tu viens actionner la manette de telle manière à ouvrir le volet là devant. Hop, et ensuite tu actionnes ça et en fait ça fait la climatisation. Je sais pas si tu arrives à voir peut-être de ton côté. Ouais, avec moi toi. Tu vois, t'as l'entrée d'air directement dans le visage. C'est trop agréable. Pareil, les fenêtres évidemment, c'est pas des fenêtres électriques. Hop, t'as des petits loquets qui te permettent de verrouiller la fenêtre et c'est terminé quoi. C'est ça. Et franchement, c'est parfait parce qu'on lui demande pas grand chose à cette 4L à part d'être fiable et bah c'est le cas. Ouais. Voilà, petite voiture validée pour cette fois-ci. 100% mec. Bah, c'était important pour nous de vous en montrer une qui était encore 100% d'origine. C'est ça. Et du coup voilà. Et puis en plus celle-ci pas une modifiée 4L. Non, et puis elle adore, c'est trop sympa de les swapper et tout. Mais c'est cool de les voir encore dans leur jus et puis qui marchent toujours aussi bien en fait qu'au premier jour quoi. Et puis il faut dire aussi que celle-ci est quand même assez bien conservée. Hein. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Ouais. Elle a eu que 4 propriétaires je crois en 54 ans, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et ce qui est rassurant aussi parce que tu dis plus à les propriétaires, plus certains propriétaires ne sont peut-être pas forcément aussi consciencieux que d'autres. Clairement. Donc l'un dans l'autre, on a un petit peu de chance. De tous les cas, même si elle est 100% d'origine, presque comme celle-ci, sur les anciennes, les pipotes, il y a toujours des choses à faire. Donc voilà, si vous connaissez absolument rien en voiture ancienne,
c'est quand même bien, je pense, de se pencher sur une 4L plutôt que sur une voiture avec un peu plus de peut-être d'électronique, ouais, plus de choses en tout même, cas. Ou même qu'une MG, et encore une MG ça serait relativement simple, mais la 4L honnêtement sur un moteur Billancourt, c'est ce qu'il n'y a rien de plus facile et de parfait pour apprendre la méca et apprendre l'entretien. Quelle que soit la 4L en fait, même la génération, oui, même les dernières Clio, c'est charmé. Mais en revanche, voilà, partez juste avec un châssis sain. La carrosserie, si elle est de 3 POC, on s'en fiche. Le principal, c'est d'avoir une voiture qui tourne bien avec un châssis qui est top. C'est ça. Voilà. Bon voilà les petits potes, on espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit épisode rapide sur encore une icône française, hein, et surtout sur une génération qu'on n'avait pas vue, et puis une qui n'était pas modifiée pour le trophy, donc c'est sympa d'en voir quand même. C'est ça, il y en a de moins en moins. Bah ouais. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, on s'abonne, machin. Si y a des trucs que vous voulez voir, c'est pareil, c'est dans la section commentaires. Et si vous voulez voir un peu plus de trucs de tous les jours, on met des petites stories de temps en temps sympas sur Instagram. Donc allez jeter un coup d'œil. C'est ça. Voilà, on vous embrasse. Ciao. Ciao.